Alors j'appelle Alain Mogard à me rejoindre sur scène. Alain Mogard, vous êtes co-animateur du plan de rénovation énergétique du bâtiment, PREB pour son petit nom. Il n'a pas encore Nouveau, été imposé, ce PREB. j'apprends ça ici. Vous présidez Calibat également, et vous avez dans un autre temps présidé le CSTB. J'appelle également Philippe Pelletier. Vous êtes le président du plan bâtiment durable depuis son origine en 2009. Le plan bâtiment durable a été créé à l'issue... Alors, il faut être devant la petite ligne. Un pas devant. Le plan bâtiment durable a été créé à l'issue du Grenelle de l'environnement. Vous présidez également Séquence Solidarité, qui est leader dans le logement social en Île-de-France. Et vous présidez la branche française de la RIX, qui est l'organisation professionnelle mondiale des métiers de l'immobilier. Alors, la rénovation énergétique, c'est la clé pour notre secteur dans cette trajectoire carbone. Et nous vous avons demandé tous les deux de nous raconter le plan de rénovation énergétique du bâtiment. Et je suis persuadé que dans la salle, vous êtes nombreux à vous dire « encore un plan ». On parle de massification peut-être depuis une dizaine d'années. On parle de 500 000 rénovations énergétiques et chaque année, on attend avec impatience les statistiques d'ailleurs plus ou moins fiables sur ces questions-là. Et à chaque fois, on nous dit qu'on arrive péniblement à dépasser la moitié de l'objectif. Alors on a l'impression que ça ne bouge pas. Alors Alain Mogard, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant ça ne marche pas et pourquoi avec ce plan vous pouvez avoir un peu d'espoir que cette fois-ci ça va enfin démarrer? Bon, écoutez, vous mettez le moral à zéro, là, vous démarrez, vous dites ça marche pas. Bon, alors nous on n'a plus qu'à raconter, oui, ça marche pas, ça marche pas. Bon, la vraie question c'est pourquoi ça marche pas mieux, hein, parce que on va le dire, il y a des choses qui marchent, c'est bon, mais effectivement, c'est pas si facile que ça. Donc il faut qu'on se le dise, c'est pas si facile que ça. D'autres pays européens se sont accrochés au même problème, y compris l'Allemagne qui est sur ce sujet depuis plus longtemps. Et quand vous regardez les résultats, on met du temps. Voilà, je vais présenter ça. C'est presque le rythme d'escargot. On met du temps pour arriver à avancer. Bon, alors nous maintenant, c'est vrai que d'abord on l'a décidé depuis le Grenelle. Il ne faut pas dire que tout d'un coup, bon. Et ensuite, les gouvernements successifs ont mis leur touche en mettant des moyens. Le dernier en date, donc depuis la présidence de Macron, Emmanuel Macron, il y a un plan. Ce plan, je vais dire la vérité, il est complet, mais il avait à être musclé et complété. Et puisque vous parlez de déploiement, je pense qu'il faut qu'on dise en ce moment, je pense qu'avec Philippe Pelletier, chacun le dira à sa manière, on a la même opinion. On a, je crois, désormais tous les outils. Si je pense au jeu d'échecs, on a toutes les pièces maintenant pour jouer une belle partie. Alors vous nous les déclinez oui, voilà. Non, mais il veut que je me dépêche. Je vais le faire. Voilà. Alors, sur ces pièces, d'abord, il y en a une qui me tient à cœur. Un plan sur la rénovation, ça marche avec un plan sur la construction neuve. Si vous ne faites pas de décalage entre le stock et le neuf, il n'y a pas de raison que le stock se modernise par rapport au neuf. Donc là, c'est parti. Vous en parlez cet après-midi. C'est dans cet ordre qu'on le fait aujourd'hui, mais c'est parti. Nous aurons une construction neuve bien supérieure en performance à ce qu'est le stock en moyenne. Donc le stock doit rattraper la construction neuve. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qui n'est pas rien. Au Parlement, le Parlement a bien compris qu'il fallait rattacher ce plan aux objectifs de programmation de la programmation de l'énergie et de la stratégie bas carbone. Donc pour la première fois, le Parlement, dans la loi climat, dit on va voir comment s'articule le plan dans ses résultats par rapport à notre politique. Ce n'est pas un plan en l'air, c'est un plan qui est là-dessus. Bon. Alors ensuite, ce plan, qu'est-ce qu'il y avait on avait dit il y a tout un volet confiance qui est en cours et qui se déroule correctement. Je les cite, on y reviendra après. Le DPE sera opposable. Vous savez que c'est une idée simple. Dans le stock, il faut voir quels sont les progrès qu'on a fait entre le départ et l'arrivée. Donc on muscle le diagnostic de performance énergétique, on le rend plus fiable, et pour le rendre plus fiable, on le rend opposable au tiers. Voilà. Donc c'est un gros boulot qui est en ce moment, que fait la DHUP là-dessus. On a aussi à renforcer la confiance dans les entreprises qui travaillent, les entreprises RGE notamment, je peux en parler. Nous avons proposé un plan un tout petit peu mieux serré
de contrôle des entreprises RGE qui sera annoncé la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, si j'ai bien compris, par le gouvernement. Donc c'est au point. On me dit où on en est, où on en est. Eh bien, ça sera au point. Donc là, c'est le scoop du jour. Oui, c'est un scoop que connaissait un certain nombre de gens, mais bon, je pense que c'est mûr, c'est mûr. Avec la chasse aux délinquants, vous l'avez compris. Alors ces délinquants, ce n'est pas des délinquants RGE, c'est des délinquants hors RGE. Bon. Ensuite, vous avez un volet qui nous tenait à cœur, on va en parler, qui était la confiance dans l'information donnée, le service public d'information. Bon, c'est vrai qu'on a mis du temps à savoir comment le financer, mais c'est décidé. Il va être financé. Ça va être au point. Donc on voit bien que ce dispositif, confiance dans l'information, confiance dans les entreprises, confiance dans le diagnostic de performance énergétique, il se met en place. Il se met en place. Alors ensuite, il y a l'actualité qui nous touche tous, le passage du CITE à la prime. Bon, d'abord c'était annoncé, personne ne peut dire que c'est une surprise. Il faut bien comprendre pourquoi. Sur le CITE, la moitié des habitants, enfin des habitants, des ménages qui utilisaient le CITE, c'était les 2 derniers déciles, ce qu'on appelle les déciles 9 et 10, c'est-à-dire les plus riches. Et bon. Pourquoi? Parce que le crédit d'impôt, ça parle. En revanche, pour les ménages les plus pauvres, qui ne paient pas d'impôt, ils ne voient pas ce que c'est que le crédit d'impôt. Donc, par contre, toucher une prime, ils voient ce que c'est. Et ils la touchent tout de suite. Donc c'est un dispositif, il faut bien le comprendre, qui est un dispositif plus juste, au sens plus juste d'égalité, j'y reviendrai, des citoyens face à cette question. Donc il faut y passer. Quand on a préparé, vous disiez c'est en fait plus un plan social qu'un plan écologique. Je vais le dire, n'ayez pas peur, ça j'oublie pas parce que ça. Donc ce plan, parce qu'il faut le dire aussi, ce plan, il prend encore plus d'ailleurs qu'au départ, il prend à bras le corps la question de la précarité énergétique, les passoires et les gens qui n'ont pas de revenus qui sont dans ces passoires. C'est un plan qui est très costaud, très fort socialement. Voilà, ça c'est très important. Alors, en politique, on est pour, on est contre, mais enfin, c'est un point très important. Surtout qu'il est apparu dans la politique récente que demander des efforts d'efficacité énergétique à l'ensemble de la population, si il n'y a pas une égalité de traitement, une justice dans les efforts, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu inacceptable. Donc ce plan est bien situé de ce point de vue-là. Ceci dit, il a un effet mécanique que je dis parce que je suis un expert. Il a un effet mécanique que à budget constant, c'est ça. Donc est-ce qu'on met un peu plus? Mais à budget constant, il est moins efficace pour la lutte contre l'effet de serre. Pour 2 raisons très simples. Premièrement, si vous subventionnez, aidez quasiment à 90%, vous n'avez pas un effet d'entraînement, vous mettez 90 pour avoir 100 de travaux, alors qu'avant, le plan avec le crédit d'impôt, on mettait 30, enfin pour les catégories 9 et 10, les déciles élevés, avec 30, on avait 100 de travaux. Donc on en faisait beaucoup plus. On faisait plus de travaux d'efficacité énergétique. C'est ce qu'on appelle l'effet volume. Il y aura moins de volume, si rien n'est changé au Parlement en ce moment. Et il y a une autre idée qui est une réalité sociale, c'est que les catégories en précarité énergétique, la première des choses quand elles se chauffaient pas, elles vont se chauffer. Et quand elles se chauffaient à des températures très faibles, elles vont se chauffer à des températures normales de confort. C'est normal, c'est l'égalité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. De façon, il y a plus d'effets rebond sur les catégories, les bas revenus, que sur les catégories 9 et 10. Donc, vous avez un deuxième phénomène. C'est objectif, je ne fais pas de polémique en disant ça. Donc, alors pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a un débat au Parlement, savoir si les catégories, les déciles 9 et 10, auront des aides ou n'auront pas des aides. Voilà, c'est une question qui est posée. La façon dont je le présente, c'est que si on ne les incite pas à faire les travaux, il y aura moins d'effet carbone. Voilà, c'est mécanique. C'est tout ce que je dis aujourd'hui, c'est mécanique. Bon. Alors ensuite, j'ai presque fini, vous n'avez pas peur. Ensuite, il y a une autre idée, à mon avis, très importante, c'est que et ce n'était pas prévu, c'est que le Parlement, dans la loi climat, avec les parlementaires, ils se sont saisis du sujet de la rénovation énergétique alors que ce n'était pas prévu. Il y a eu énormément d'amendements. Énormément. Et ça, moi, je pense que j'ai quand même pas mal d'heures de vol et je sens la politique. Ça veut dire que ça devient un fait politique en France. C'est pas un sujet qui sort de cette salle-là et qui devient un sujet de société. De société. Et vous avez vu apparaître
l'idée, est-ce qu'il ne faut pas passer à l'obligation? Est-ce que, etc. Et ça, c'est arrivé avec un gouvernement qui est tempéré et qui dit on va d'abord informer, puis obligation, puis sanction, et on le fait dans le temps. Mais c'est la première fois que c'est le la Parlement... première fois que c'est envisagé. Et il y a même eu des amendements assez costauds sur les travaux consignés, etc. Et donc, si vous voulez, moi j'y vois un geste qui est un geste de maturité politique dans le pays, qui est en train de dire, ce plan-là, il faut que ça réussisse. Si on n'y arrive pas par des moyens incitatifs, eh ben, peut-être qu'il faudra changer de braquet. Ce n'est pas la décision qui a été prise, mais si on suit la vie politique, je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà. En perspective. Alors justement, en parlant de perspective, sur ces 10 dernières années, Philippe Pelletier, ce plan, il vient rassembler l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place. Quelle vision vous aviez au plan bâtiment durable sur ce plan? Écoutez, je vais dire la même chose qu'Alain, avec mes mots à moi, et de mon poste d'observation qui est un poste entre les pouvoirs publics qui ont conçu ce plan avec une assez bonne concertation, et puis vous tous qui êtes ceux qui allez le mettre en œuvre. Je suis le plan bâtiment durable, il est entre les deux, et il a pour mission de faire le lien entre les deux. Alors, je vous dis deux choses. Première chose, avec ce temps d'observation de 10 ans que j'ai, on a maintenant, et depuis 1 an déjà, il est temps qu'on le découvre ensemble, on a maintenant une action publique structurée autour de ce plan, politiquement portée, ce qui est pour moi tout à fait majeur. Il y a en ce moment 2 ministres qui, ensemble, sans couac, parcourent le pays et viennent expliquer comment ce plan va être mis en œuvre. Je retrouve un peu cet élan politique que j'avais connu dans les premières années, les années Borloo. En d'autres termes, je ne suis pas en train de dire, et que je reprends les propos d'Alain, je ne suis pas en train de dire qu'il ne s'est évidemment rien passé dans l'intervalle. Je suis en train de dire que la cohésion initiale du projet, je la retrouve aujourd'hui. Et donc, ma première idée, elle est d'essayer de vous faire partager ma conviction, qui est que ce plan, il est plus temps de le discuter. On le prend comme il est, on se l'approprie et on entre dans la mise en œuvre du plan. Alors, et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Ici, on est à Nantes, Pays de la Loire. Justement, comment ça se décline sur les territoires? Eh bien, on va le dire parce que pour que cette application se déroule bien, je crois qu'il y a trois déploiements qu'il faut encore mettre en œuvre. Le premier déploiement, c'est celui que vous m'incitez à aborder tout de suite, c'est le déploiement territorial. Et là encore, le gouvernement a compris que ce plan ne porterait des fruits que si on mobilise l'ensemble des structures territoriales qui vont le mettre en œuvre. De façon concrète, nous sommes en train ici, dans les Pays de Loire, avec Laurent Géraud, le vice-président de la région, de voir comment on va rassembler tous les acteurs autour de ce qu'il s'appellera un plan bâtiment durable régional pour qu'ils portent ensemble de manière harmonieuse, cohérente et dynamique la mise en œuvre du plan. Et cette démarche-là de mobilisation des territoires, elle est en train de se faire partout avec un programme des ministres qui consiste à aller sur l'ensemble du territoire pour susciter cette dynamique.
Donc le premier élément d'ajustement pour permettre ce déploiement, c'est que cette dimension territoriale prenne corps rapidement, et elle va prendre une forme sur les structures d'information et d'accompagnement des ménages sous forme de contractualisation entre les pouvoirs publics et nationaux et territoriaux pour pouvoir déployer ces lieux d'accompagnement des ménages. Alors Philippe Pelletier, il Le nous reste en fait deuxième- 3 minutes en tout. Eh donc ben, voilà. j'aurais fini dans le moins de 3 minutes. Le deuxième élément de déploiement, qui est pour le moment un sujet maltraité, c'est celui du financement. À côté des aides, à côté de la fiscalité attractive, à côté du soutien aux plus modestes, il faut qu'on arrive à mettre en place partout ce qu'on avait autrefois, c'est-à-dire un recours à l'emprunt pour les ménages qui sont en mesure d'y avoir accès, qui soit facile sur le territoire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, pour plein de bonnes raisons, les grands réseaux mutualistes ne sont pas porteurs de ce projet. Donc notre sujet, dans les temps qui viennent, c'est d'arriver à les mobiliser pour qu'ils irriguent ce plan. Et si on arrivait à avoir un projet européen autour du sujet, alors ce serait évidemment le grand bonheur. Et puis le troisième et dernier élément à ajuster, c'est ce que Alain évoquait. Il me semble que la discussion du projet de loi de finances devrait être attentive à deux sujets. Celui de maintenir un levier fiscal à destination des ménages aisés, mais peut-être en leur demandant en contrepartie d'avoir des actions de performance globale très efficientes. Et le deuxième sujet, c'est puisque la loi énergie-climat met en perspective une situation contrainte pour les bailleurs privés qui ne pourront plus, dans quelques années, louer tel quel, il faut les aider à transformer leur patrimoine mis en location. Et moi, je propose qu'il soit accessible à la prime CITE, comme le seront les ménages modestes. Donc voilà deux éléments d'ajustement qui donneront à ce plan l'efficacité que je crois. Mais de grâce, essayez avec moi d'adhérer à ce plan et d'en être les porteurs. Et il n'y a que comme cela qu'on réussira en France cette grande action de rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, si on voulait dire aux professionnels, en un mot, souvenez-vous, si vous voulez qu'ils se souviennent d'un mot de ce plan, Philippe Pelletier, qu'est-ce que vous leur diriez? Eh ben, vous commencez par le lire. Il y a des fiches très, très bien faites qui Où est-ce sont qu'on trouve ça? diffusées, qui sont sur le site du plan bâtiment durable, comme sur le site des ministères. Vous accédez à ce plan de rénovation énergétique des bâtiments, PREB, et vous voyez les axes, les actions, les thématiques, très facile à lire. Vous comprendrez les priorités qu'on se fixe, les ajustements dont Alain a parlé, qui sont en train de se mettre en œuvre. Et puis, il faut que l'ensemble des professionnels soient dans le mouvement, vous qui êtes là, bien entendu, mais je vise une profession particulière qui est celle des architectes. Je pense qu'ils ont toute leur place à prendre comme ensembliers de l'action de rénovation énergétique des bâtiments. Je les invite à entrer vigoureusement dans la danse et ainsi l'ensemble des filières immobilières et du bâtiment sont appelés à jouer un rôle de mise en œuvre du plan. Et Alain Mogart, vous disiez confiance tout à l'heure, ce serait le mot qu'il faut retenir? C'est la dernière question donc, qui nous pousse à terminer. Oui. Écoutez, moi j'ai l'idée suivante. C'est parti pour longtemps. Ça ne va pas s'arrêter.
Ce problème, on l'a devant nous, etc. Déploiement, vous dites ça marche pas. Moi, je dis on peut faire mieux, mais ça marche déjà pas mal. On va faire mieux, etc. Bon, moi, je dis aux professionnels, il faut s'organiser. C'est un marché de long terme. C'est une action de long terme. Et alors, il y a un problème qui est le suivant. C'est la rencontre entre vos clients, les demandeurs, qu'il va falloir booster parce que c'est pas si évident que ça. Il y a plein de gens qui disent bon, je vais le faire, mais je vais pas le faire, etc. C'est pour ça qu'on a parlé d'embarquer des travaux d'efficacité énergétique. Tout le monde le voit bien dans sa famille. C'est pas le truc qui saute aux yeux de tout le monde. Donc, du côté de la demande, il y a, mais du côté de l'offre, moi, je pense qu'il faut qu'on mette la pression, qu'on montre qu'on est organisé. Tous les acteurs. Si vous voulez, c'est un peu un rendez-vous, là. C'est un grand rendez-vous. Le bâtiment, il a le rendez-vous avec... cet après-midi, vous verrez la construction neuve, et il a le rendez-vous avec le patrimoine. On est dans le cœur. Le bâtiment, des fois, on s'en foutait. Qu'est-ce que c'est que ce secteur, un vieux secteur? On est dans le cœur des grands projets, des problèmes de société du XXIe siècle. Donc, on attend de nous, du côté des professionnels, qu'on soit à la hauteur de l'enjeu. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Et je crois qu'il faut prendre tous les dispositifs qui vous sont proposés. On peut l'améliorer encore. Je pense que tout le monde est prêt à dire, vous faites des suggestions et tout, eh ben on pourra l'améliorer, mais on est tous, c'est pas un truc qu'il faut laisser passer, qu'on regarde vaguement. C'est quelque chose où je pense qu'on a tous envie, enfin en tout cas moi je veux vous faire partager cette envie d'être actif, proactif, de dire qu'est-ce que j'ai fait dans mon métier, qu'est-ce que j'ai fait dans les métiers du bâtiment. Eh ben, j'ai sans doute contribué à résoudre, à être une des réponses à la question climatique. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez emballant, quoi. Et donc, le bâtiment, il faut qu'on ait confiance en nous. Il faut qu'on soit un secteur. Merci Alain. Philippe, voilà, une phrase. Soyez attentifs à ce que on observe tous les jours. La société est en demande. La société attend que nous tous, les professionnels, les pouvoirs publics, les territoires, nous puissions proposer des solutions pour répondre à cette exigence environnementale. Ce matin, le chauffeur de taxi de 30 ans me disait « Ah oui, la conscience sur les bâtiments, c'est fait. La prise de conscience, c'est fait. » Si le chauffeur de taxi le dit, 30 ans. c'est important. 30 ans. Bon, allez, merci à tous les deux. Il ne faut pas prendre à la légère ce sujet, hein, ça c'est clair. Si vous voulez bien applaudir nos intervenants.